Bonsoir à tous. Alors, merci beaucoup d'être aussi nombreux ce soir pour parler des Raimentas. Je suis vraiment surprise, vous êtes vraiment nombreux à les avoir déjà vus. Quand on a nagé avec une Raimanta, on s'en rappelle, c'est un moment qui marque en général. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, le temps s'arrête. Elles sont captivantes, c'est des animaux emblématiques de Polynésie. Elles sont partout en Polynésie française. Elles sont menacées d'extinction. C'est ça qui m'a amené à vouloir les étudier, c'est de savoir est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire pour les aider ici en tout cas. Elles ont une valeur très importante dans la culture polynésienne. Elles sont considérées par exemple comme des taura, des ancêtres protecteurs, des messagers protecteurs, ou des marais mouvants. C'est vraiment des symboles dans la culture polynésienne. Ça a aussi une très grande valeur dans le tourisme. Forcément, on l'estime à plus de 3 millions de dollars chaque année. Le tourisme se développe très vite. Il y a de plus en plus de monde qui veut aller à la rencontre des Raimentas. Donc, pour l'instant, elles sont protégées dans le Code de l'environnement en Polynésie française. Pour autant, il n'y a pas de mesures de protection concrètes, à part être citées. Donc, en effet, on ne peut pas déranger une Raimanta, on ne peut pas tuer une Raimanta, transporter une Raimanta. Mais est-ce qu'il y a vraiment des mesures? Pas vraiment. Quand j'ai rejoint ce projet, c'était en 2017. C'était Cécile Berthe, qui était d'ailleurs en charge du suivi des Raimentas à cette époque-là. Et du coup, je l'ai rejoint parce qu'il y avait très peu d'informations à cette époque-là sur les Raimentas en Polynésie, hormis les sites touristiques qu'on connaît, donc à Bora Bora, Maupiti, Atikeho. Donc, on est parti d'une poignée de données. C'est un programme de sciences participatives. Donc, forcément, on reçoit de plus en plus de photos. Les informations que je vais vous partager là, c'est à la fois des informations qui ont été obtenues par les autres projets ailleurs dans le monde qui ont permis de découvrir des choses sur les espèces. Et ensuite, je vais vous parler des résultats qu'on a eus pour la Polynésie, grâce en grande partie à la contribution de beaucoup de monde. La Polynésie, c'est immense, donc il faut pouvoir essayer de voir les Raimentas partout. Et on a beaucoup de surprises. On est vraiment au début des découvertes sur les Raimentas. Ça fait quelques années, mais plus on en apprend, plus on a de questions. Donc c'est un projet qui va durer beaucoup. Bien sûr, j'ai été aidée, j'ai des mentors dans ce projet, des gens qui sont experts des Raimentas comme le Dr Guy Stevens ou le Dr Fabrice Jane. Quand on a une question souvent, ou un comportement inhabituel, ou une vidéo qu'on n'arrive pas à expliquer, je leur demande, ils nous donnent ensuite tous les éléments pour qu'on puisse essayer de comprendre, bien qu'il se passe certaines choses en Polynésie qu'on n'a pas vues ailleurs dans le monde. Donc on a aussi un champ de découverte assez élargi. Il y a aussi Virginie Poli et Maya Santangelo qui sont sur le terrain et qui collectent des photos. Virginie à Bora Bora et à Maupiti, Maya surtout aux Marquises. Donc on est quand même 3 à contribuer à ce programme. Cécile Berthe, bien sûr, qui a été ma partenaire de brainstorming sur ce projet depuis le début et qui a beaucoup aidé dans le développement. Et Nicolas Buret, qui est le fondateur de l'ORP. Et du coup, c'est l'ORP et Manta Trust qui, ensemble, ont permis d'avancer ce projet. Alors, un tout petit peu d'historique. Donc, ça fait quelques années maintenant. Donc, la première étude qui a eu lieu sur les Raimentas en Polynésie, c'était à partir de 2002. On a énormément de chance que ce projet ait eu lieu parce que j'utilise ces informations maintenant. Est-ce que les mantas qu'on avait en 2002-2010 sont toujours là aujourd'hui? Je vous donnerai ces réponses un peu plus tard. Il y a eu une première publication en 2012 qui partait des Marquises, mais qui donnait quelques informations aussi sur les Raimentas dans la région en général. En 2015, c'était le début du projet de sciences participatives entre l'ORP et Manta Trust. Donc c'est à partir de ce moment-là que les photos de Raimentas ont commencé à être collectées. Moi, j'ai rejoint le projet du coup en 2017 en tant que bénévole. À cette époque, j'avais comme projet de faire ma thèse de doctorat sur les Raimentas. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire faute d'autorisation à ce moment-là. Ça n'a pas empêché qu'on continue le projet parce qu'il y avait quand même un besoin d'avancer les connaissances sur les Raimentas. J'ai fait une publication en 2019 qui a servi un petit peu de base pour la suite du projet. On a pris un peu toutes les informations qu'on avait. On a fait une première analyse. C'était un peu la première pierre à l'édifice. Bien sûr, il y a beaucoup plus de choses maintenant qu'on sait. En 2020, il y a un suivi qui a repris à Bora Bora, donc il s'était arrêté en 2010. Donc maintenant, on a quand même pour cette île beaucoup d'infos. Donc je vais aussi donner quelques infos sur Bora Bora en particulier. Et en 2023, j'ai eu le premier financement, donc un financement de la direction de l'environnement entièrement dédié aux Raimentas.
ce qui nous a permis de faire des missions scientifiques, donc d'aller dans la plupart des îles, rencontrer les centres de plongée, les pêcheurs, les locaux, collecter des photos, mais aussi des informations en général. Et on a commencé à faire des mesures en utilisant la photogrammétrie laser et les premiers échantillons génétiques. Et ensuite, on a fait un premier bilan des identifications. Alors bien sûr, 1 an, c'est très court. Il nous faut plus, forcément, pour comprendre ce qui se passe dans la population. Pour l'instant, le budget s'est arrêté. J'espère qu'il va reprendre rapidement. En tout cas, c'est tous ces résultats dont je vais vous parler aujourd'hui. Avant de plonger avec les raies manta, un petit rappel sur les raies mobula. Il s'avère qu'on a 5 espèces de raies mobula en Polynésie française, sur 9 espèces de raies identifiées, donc finalement c'est un groupe qui est assez dominant. Les raies mobula, c'est toutes celles qui ont des cornes. Donc il y a 11 espèces de raies mobula dans le monde, et on en a 5 ici. Elles sont très dures à observer, du coup les 3 petites, parce qu'elles vivent au large. Mais on a du coup Mobula alfredi, Mobula virustris, qui sont celles qui... qu'on connaît, les raies manta. En fait, en 2009, c'est le moment où il y a eu la distinction entre ces 2 espèces. Donc c'est assez récent. Avant ça, on pensait qu'il y avait une seule espèce de raies manta. Et ensuite, en 2017, c'est le moment où les raies manta ont été rassemblées avec les raies mobula dans le même groupe, grâce à une étude génétique qui a montré qu'elles étaient assez proches des raies mobula pour qu'en fait, elles fassent partie de la même famille. Donc c'est là que Manta alfredi est devenu Mobula alfredi. Les 3 mobulas qu'on voit ici, donc la Mobula tarapacana, elle est vue, elle est assez commune au large, c'est celle qui a l'air d'être la plus vue après les raies manta. Elle est vue souvent par les pêcheurs. On a des groupes de raies Mobula tarapacana qui se rassemblent souvent au large de Tahiti, des Tuamotu en particulier. Les Mobula mobulars, donc ça c'est le diable de mer méditerranéen que vous connaissez peut-être. Il y en a eu une seule observation, c'est la photo que vous voyez là, c'était au large de Moorea en 2018. C'est la seule photo pour l'instant qu'on a de cette espèce, donc elle était peut-être de passage. Pour l'instant, on n'a pas plus d'infos sur cette espèce. La Mobula thurstoni, qu'on a vue complètement par hasard l'an dernier, aux Marquises. On ne savait pas qu'elle était là, elle a des couleurs incroyables, on dirait un peu une perle, je trouve qu'elle va très bien avec la Polynésie. En termes de taille, elles sont forcément beaucoup plus petites. La Mobula tarapacana, elle peut faire au maximum 3 mètres, elle fait environ 2 mètres, 2 mètres 5. La Mobula mobular, elle fait maximum 3 mètres et elle fait environ 1 mètre 80 jusqu'à 2 mètres 50. Et la thurstoni, qui est un peu plus petite, elle fait en moyenne 1 mètre 30, 1 mètre 30, 1 mètre 40. Au maxi, elle fait moins de 2 mètres. Et elles ont comme différence la position de leur bouche. Alors pour ça, j'ai une vidéo à vous montrer. Ça, c'est une vidéo qui a été prise au large de Fakarava. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir. Quand vous voyez des oiseaux qui plongent en surface, ça peut arriver qu'elles soient en dessous. La différence avec les raies manta, pour toutes les autres petites raies mobula, c'est qu'elles ont la bouche qui est un petit peu en arrière et elles chassent. Elles ont vraiment un comportement de chasse, elles sont capables d'attraper des petits poissons. Les raies manta ne sont pas capables d'attraper les petits poissons. Donc là, on a des scènes de chasse comme ça où on peut avoir entre 10, 20, 30, 40, 50, 60 mobula qui se nourrissent ensemble. C'est là maintenant on commence à les suivre aussi. Et la Mobula thurstoni, donc ça c'était l'an dernier, on était aux Marquises pour justement l'émission Fafapiti, donc pour essayer d'en apprendre plus sur les raies manta. On a vu les ailes de ces raies mobula en surface, on s'est rapproché, on a vu très vite qu'il s'agissait de raies mobula. On ne savait pas que c'était une espèce rare, on a cru au début que c'était une Mobula mobular petite, ce qui était bizarre. D'autant plus qu'en fait, quand on s'est mis à l'eau, on s'est rendu compte qu'elles étaient en parade nuptiale. C'est-à-dire qu'il y avait une femelle qui était pourchassée par plusieurs mâles, elle nageait très vite. Comme vous voyez là, l'eau était très trouble, mais on a eu de la chance parce que comme la femelle essayait un peu de distancer les mâles, elle nous fonçait dessus. Donc des fois, on la perdait, et heureusement, elle revenait toute seule. Donc là, on a la femelle en tête et tous les mâles derrière. C'était la première fois qu'on voyait du coup une parade nuptiale pour les mobulas. Ça fait bizarre parce qu'elles sont beaucoup plus rapides que les raies manta. Et les reflets violets sont absolument incroyables. Et du coup, on a pu les observer pendant 15 minutes quand même. Et après, on a dû partir continuer la recherche des mantas. Et il s'avère, donc quand on est revenu avec les images, qu'on a confirmé que c'était une espèce qu'on ne savait pas en Polynésie, que c'était en fait la 2e fois au monde qu'on voyait une parade nuptiale. Donc ça montre à quel point les marquises sont exceptionnelles sur tous les plans.
Elles étaient là pour une raison. La première parade nuptiale, elle avait été vue au Mexique. Il y avait 4 Rémobulas, donc là on voit qu'il y en a quand même un peu plus. Donc c'est un habitat qui est important pour elles, en plus si c'était pour de la reproduction. Alors, qu'est-ce qu'une Raimanta? Donc c'est un poisson, tout comme les requins, ça fait partie de la famille des poissons, ça respire avec des branchies. Elles font partie de la famille des élasmobranches, donc elles ont un squelette en cartilage. Elles partagent un ancêtre commun avec le requin. C'était il y a très longtemps, ça fait à peu près 50 millions d'années que les Raimanta évoluent, enfin les Rémobulas ont commencé à développer leurs cornes, donc ça date. Donc toutes les Rémobulas, elles ont ces nageoires qui ont poussé sur la tête, c'est vraiment des nageoires séparées de toutes les autres nageoires. Pendant un moment, ils se demandaient si c'était une extension des nageoires pectorales qu'elles ont sur les côtés. Pas du tout, c'est des nageoires qui ont vraiment poussé sur leur tête, d'où le nom de nageoires céphaliques. Toutes les Rémobulas filtrent l'eau, donc ça je vais vous montrer des images un peu après. La particularité des Raimanta, c'est qu'elles ont le plus gros cerveau par rapport à leur taille de tous les poissons. C'est pour ça que beaucoup de monde aujourd'hui se demande est-ce qu'elles sont les plus intelligentes? Ça forcément, on ne peut pas juger. C'est pas facile de mesurer l'intelligence, même chez nous en général. En tout cas, elles ont un gros cerveau, il doit être utilisé pour beaucoup de choses, c'est ce qu'on essaie de savoir. Elles ont l'air intelligentes en tout cas. Si vous avez nagé avec, ça nous donne cette impression, elles sont curieuses, elles ont l'air de nous observer autant que nous on les observe. C'est toujours marquant quand on nage avec elles. Les Raimanta n'ont pas d'épines, elles n'ont pas de dard sur la queue. D'ailleurs, sur les Rémobulas, finalement, il n'y en a qu'une qui a un dard, toutes les autres, elles n'ont plus de dard. Les Raimanta n'ont pas besoin de dard parce qu'elles sont tellement grosses que finalement, elles arrivent à faire des manœuvres pour éviter les prédateurs. Et des prédateurs, finalement, il n'y en a pas tant que ça. Elles sont intelligentes, elles arrivent à les repérer avant de se faire attaquer. Elles peuvent éviter, et en général, elles prennent la fuite. Elles sont très fortes pour aller très vite s'il y a besoin. Alors pourquoi est-ce que les Raimanta sont si connues? Eh bien, c'est pour leur taille. C'est la plus grande raie des océans. Ça, c'est la plus grande raie qui a jamais été mesurée au monde. Elle faisait 6,80 m. C'était en 1933, donc ça remonte. Pour l'instant, on n'a jamais mesuré plus grand. Vous avez peut-être entendu parler de cette histoire de Raimanta de 8 mètres. À un moment, il y a eu un record qui a été fait il y a quelques années. En fait, ce n'est pas une bonne information. Il n'y a jamais eu cette mesure officielle. Et quand on regarde les photos, on voit qu'elle ne faisait pas 8 mètres, cette manta-là. Ça, c'est le maximum, 6,80 m, c'est déjà pas mal. L'histoire de cette photo, c'est que c'était dans un port de pêche au New Jersey, aux États-Unis. Et la manta a pris par accident entre ses cornes la chaîne du mouillage d'un gros bateau de pêche. Donc les marins se demandaient ce qu'était cette grosse ombre noire qui traînait le bateau. En fait, elle a même failli couler le bateau. Ils sont arrivés avec un fusil. Il a fallu 22 coups de fusil pour tuer la manta. Ils ont ensuite réussi à la remonter sur le bord et pendant qu'ils la remontaient, elle a fait ce petit bébé-là. Donc à cette époque-là, ils avaient dit dans l'article qu'elle avait donné naissance à ce moment-là. En fait, toutes les raies, si elles sont stressées, elles donnent naissance. Peu importe le stade de développement du bébé. Pour elle se fait attaquer par un prédateur. Donc ça peut être un moyen de faire diversion. Donc que le prédateur finalement s'intéresse au bébé plutôt qu'à elle. Vice-versa, que lui survive et qu'elle, au cas où elle meurt. Malheureusement pour ces deux-là, ni l'une ni l'autre a survécu. En tout cas, ça avait été un gros spectacle à ce moment-là. Elle pesait 2 tonnes. Et il doit y en avoir encore des comme ça dans l'océan. Elles sont dures à voir. Surtout que quand les Raimanta meurent, elles coulent. C'est pas comme les mammifères marins ou les tortues. On va pas les retrouver. Donc il doit y avoir des géantes comme ça, mais c'est juste très très dur de les mesurer. D'après vous, 6,80 m, c'est quoi dans la salle en largeur? Il y a quelque chose dans cette salle qui fait à peu près 6,80 m. Exactement. Trop facile. La largeur de ces tables. Donc il faut se dire que là, vous pourriez peut-être vous asseoir sur elles, tous, en se rassemblant bien. Donc c'est quand même énorme. Donc il y a 2 espèces de Raimanta dans le monde. Il y a une sous-espèce dans les Caraïbes de Mobula virostris. Sinon, 2 espèces pour l'instant. La génétique est encore en train d'avancer sur les Raimanta. Donc pour l'instant, on essaie de collecter plus des échantillons partout pour être sûr que c'est bien de ces 2 espèces-là. La Raimanta de récif et la Raimanta océanique. Elles ont des motifs de couleurs un peu différents sur le dos.
Donc vous voyez, pour la Raimanta de récif, ça ressemble un peu à un Y ou à un vase inversé, alors que pour les Raimanta océaniques, c'est une sorte de T. Les taches sur le ventre ne sont pas au même endroit. On a les taches qui sont entre les branchies pour la Raimanta de récif et elles sont en dessous des branchies pour la Raimanta océanique. Les Raimanta océaniques ont souvent une bande noire aussi au niveau du ventre. Ah, le micro s'emballe, pardon. Par contre, les Raimanta de récif peuvent l'avoir aussi. Attendez, je vais essayer d'arranger ça. C'est moi qui ai fait un mouvement ou... Non, pas de souci, non, je sais pas. Non, je pense pas. L'intermède, tu peux pas faire la danse de la montagne là, pendant... On n'avait pas dit ça. Allô? Comme leur nom l'indique, elles ont aussi un habitat complètement différent. La Raimanta de récif rentre dans les lagons. Elle est beaucoup plus facile à observer que la Raimanta océanique. La Raimanta océanique reste au large, bien qu'elle se rapproche des côtes. Ça nous arrive de la voir sur la côte externe, mais elle est forcément beaucoup plus dure à voir. Et sinon, forcément, la différence, c'est la taille. Les Raimanta de récif sont un peu plus petites. Elles font en moyenne 3-4 mètres, alors que les Raimanta océaniques font environ 4-5 mètres, et donc au maximum 6,80 m, pour l'instant en mesure. Alors on a, ça c'est les motifs habituels qu'on appelle chevrons. On a en Polynésie des mantas qui sont toutes noires, qu'on appelle les black morphs, ou les mantas mélanistiques, et il s'avère qu'elles sont assez nombreuses ici. Donc ça, c'est une Raimanta océanique qui est du coup noire au-dessus et en dessous. Et on se rend compte que celles-là, je vous montrerai un peu les chiffres juste après, elles sont assez nombreuses. Donc ça, c'est la joie des marquises. C'était Maya qui s'est retrouvée dans un groupe de 14 Raimanta océaniques en train de se nourrir. Et il y avait dans l'eau quelques black morphs. Donc elles, j'en ai jamais vu, mais j'aimerais bien les voir. Ça a l'air d'être un autre animal. Alors c'est un des rares animaux qui ont ce changement de couleur. Il y en a vraiment qui sont complètement blanches et il y a un phénotype complètement différent. Donc là, on s'est rendu compte que pour les océaniques, on a 20% de toutes les océaniques qui sont toutes noires. Avec du coup, c'est l'inverse, elles ont une tache blanche au milieu. Donc au lieu d'avoir des taches noires au milieu, elles se retrouvent avec une sorte de motif de tache. 20%, c'est le plus haut taux mondial pour l'instant de mélanistique, de black morph. Ça, c'est pour les Raimanta océaniques. Pour les Raimanta de récif, par contre, ça reste extrêmement rare. On n'a que 0,2%. En fait, on n'en a que 2 des Raimanta de récif qu'on a vues qui étaient toutes noires. Elles sont au même endroit aux marquises. Il y a eu une étude en 2019 qui a essayé de comprendre pourquoi chez les Raimanta il y a ce phénotype-là. Est-ce que ça joue sur leur survie? Comment ça apparaît dans la population? Ils se sont rendus compte que autant pour les Raimanta océaniques, c'est un gène qui est transmis, parce qu'il y a un lien entre la distance et les proportions de black morph qu'on observe, autant pour les Raimanta de récif, ça a l'air d'apparaître par des mutations aléatoires dans la population. C'est ce qu'on voit un peu ici, parce qu'en effet, ces deux mantas qui sont toutes noires de récif, elles sont apparues, il y en a très très peu, et il n'y a pas vraiment de lien avec les autres populations. On peut avoir aussi des Raimanta qui sont très blanches. Celle qu'on a vue, la plus blanche, c'était à Howe en 2018. Alors, elles s'éclaircissent, donc on ne peut pas vraiment dire si elle était albinos ou pas. En tout cas, elles peuvent être très claires, c'est très rare. Il y a une Raimanta rose que vous avez peut-être vue sur les réseaux, elle fait le buzz régulièrement. Elle n'est pas ici, elle est sur la grande barrière de corail. Les chercheurs se sont demandé si c'était un régime alimentaire particulier, comme le flamant rose, qui a fait qu'elle est rose. Pas du tout. En fait, elle a un problème génétique qui fait qu'elle va pas créer la mélanine comme ce qu'elle devrait. Au lieu d'être blanche, elle se retrouve rose. Ça n'a pas l'air d'avoir des conséquences sur son état de santé. Elle est vue régulièrement en train de se faire nettoyer sur la grande barrière de corail. Elle s'appelle Inspecteur Clouseau. On l'a su avec beaucoup d'intérêt. Ah, j'ai pas regardé. Je regarderai. Je suis pas du tout sûre. Ah, par rapport aux espèces? Ah, ça faudrait que je compare. J'avoue, j'ai pas comparé au dauphin du tout.
Je regarderai, c'est une bonne question. C'est vrai qu'il y a les dauphins roses. En termes de couleur sur le dos, elles changent de couleur sur le dos. Alors ça a été observé quand on suit les mêmes individus. Ça, c'est un exemple dans un aquarium aux Bahamas, où ils ont des raimentas en captivité. Quand ils ont rajouté une deuxième raimanta dans un bassin où il y avait déjà une raimanta, la première raimanta a complètement changé de couleur en quelques minutes. Donc ça, c'est la même manta. Donc ils ont vu qu'il y a un paramètre social qui peut rentrer au jeu et qui fait qu'elles vont s'éclaircir ou devenir plus sombres. Les poissons peuvent changer de couleur. C'est un poisson, donc elles ont des mécanismes qu'on ne comprend pas tout à fait. Mais en tout cas, on ne peut pas vraiment se baser sur le dos de la raimanta pour la reconnaître parce que ça peut changer très vite. Ils ont aussi vu que la nourriture, donc au moment où ils les nourrissent, il y a certaines mantas qui vont aussi changer de couleur avant d'être nourries. Donc il y a aussi un stimuli extérieur. On se rend compte sur le terrain qu'elles ne changent pas toutes de couleur aussi vite. Donc il doit y avoir une question de personnalité. Il y en a qui doivent être plus calmes que d'autres. Pour l'instant, on ne sait pas trop comment ça se passe. Elles ont un mucus sur la peau et ça a l'air d'être le mucus qui fait ces changements de couleur. Pour l'instant, c'est un mystère. Ça, c'est une manta de Bora Bora qui s'est pris une hélice. Donc elle est facile à suivre. On la reconnaît toujours de dos, Taotei. Et du coup, on voit qu'il y a des jours où elle est noire. 2 semaines après, elle est blanche, puis elle redevient foncée, puis elle redevient claire. Il y en a certaines qui changent énormément de couleurs comme ça. Il y en a d'autres où vraiment on voit très très peu les variations. Quelque chose qu'on regarde pas mal. Les mâles, la différence entre les mâles et les femelles, bien sûr, c'est quelque chose qu'on suit pour savoir s'il y a des zones où il y a de la ségrégation, où il y a des rassemblements. C'est exactement pareil que pour les requins ou toutes les raies. S'il y a des ptérygopodes, donc c'est ces 2 organes sexuels, ces 2 bâtonnets qu'on voit dépasser derrière, c'est un mâle. Donc, quand ils sont jeunes, en général, on ne le voit pas du dessus. Quand ils sont plus grands, matures, on va les voir du dessus aussi. Les femelles et les mâles ont ces nageoires ici pelviennes, mais du coup, ce qu'on cherche à chaque fois, c'est avoir les ptérygopodes, et c'est ce qui nous permet de faire ensuite par île les ratios, et savoir ce qui se passe entre les mâles et femelles. Les femelles sont aussi beaucoup plus grosses que les mâles en général, donc ça nous permet d'aider aussi à identifier. En termes d'alimentation, les raimentas se nourrissent de plancton. Donc c'est là la principale utilisation de leurs cornes. Elles vont dérouler, tout comme les mobulas, elles vont dérouler leurs nageoires, les mettre devant leur bouche. Ça crée une sorte d'entonnoir qui va faciliter l'entrée de l'eau et la concentration du plancton. Il y a 8 stratégies qui ont été identifiées, donc 8 façons de se nourrir différentes. Il y en a 3 où elles se nourrissent seules, donc elles sont en ligne droite, elles avancent. Soit elles sont en pleine eau, elles avancent en ligne droite, puis elles font 2 loopings, elles reviennent de l'autre côté. Soit elles sont en surface, si le plancton s'est concentré en surface, soit elles sont collées au fond, et du coup elles déploient leur nageoire complètement à l'envers, et du coup ça leur permet d'attraper le plancton qui est posé au fond. Elles font des loopings aussi, donc ça c'est ce qui peut être vu la nuit. S'il y a un lampadaire ou s'il y a un ponton éclairé, le plancton s'accumule devant la lumière, et là c'est ce qu'on voit. On voit les mantas qui vont faire des loopings, elles savent que le plancton est concentré exactement à cet endroit-là, donc elles vont essayer de rester exactement sur cette zone. Ensuite, il y a pas mal de stratégies où elles travaillent ensemble. En fait, les raimentas, elles ne sont pas en compétition entre elles pour la nourriture, elles sont en compétition avec le temps. Le plancton, il apparaît grâce au courant, il va rester là un petit moment en fonction du courant, et après il va redisparaître. Donc quand il y a beaucoup de plancton, elles se rassemblent, elles essaient d'être plus efficaces à plusieurs, pour pouvoir attraper le plus de plancton possible avant que le courant l'emporte ou le diffuse quelque part. Donc on a ces situations-là où on a des raimentas qui se superposent. Souvent, elles sont à 2 comme ça, et elles vont reproduire les mêmes mouvements, nager dans la même direction. Aux marquises, forcément, où il y a énormément de mantas, on a ces superpositions, mais on peut en avoir beaucoup, les unes sur les autres. On a de la ligne droite à plusieurs, donc elles vont toutes nager dans la même direction. Ça crée un courant, et ça fait qu'elles vont dépenser moins d'énergie à se nourrir, parce qu'elles ont besoin de beaucoup de plancton. Celle-là, c'est l'alimentation latérale. Pour l'instant, on ne l'a vue qu'aux marquises. Elle se met complètement de travers et elle nage comme ça. Je vais vous montrer la vidéo. Et ensuite, on a le cyclone. Donc ça, c'est un petit cyclone. Si vous avez vu des images des Maldives, aux Maldives, ils voient des cyclones énormes où il y a plus d'une centaine de raimentas qui se nourrissent, qui se mettent à tourner en cercle. Et du coup, ça concentre le plancton. Ça fait qu'elles peuvent se nourrir plus vite. Ça, on le voit aux marquises.
Mais les photos sont terribles, forcément, vu que c'est très très trouble. Ça donne ça en image. C'est là où elles sont le plus impressionnantes, je trouve. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont vu cette bouche ouverte qui fonce dessus. Elles deviennent à ce moment-là une bouche géante. On voit que les branchies s'ouvrent. La Raimanta ne veut pas boire l'eau de mer. Donc au fur et à mesure qu'elle avance, l'eau sort par les branchies. Ensuite, elle n'a plus qu'à avaler des sortes de poignées de plancton. Ça, c'est les fameux loopings. Donc on voit que les nageoires céphaliques se touchent presque. Ça fait quasiment une extension de la bouche. Et elle mange en moyenne à peu près 6 kilos, ça c'est l'estimation, 6 kilos de plancton par jour pour une manta adulte. Donc c'est énorme. C'est pour ça qu'elles essaient un peu de travailler ensemble pour essayer de manger le plus quand il y a du plancton. Donc ça, c'est quand elles mangent toutes seules. Elles ont des préférences sur le plancton. Ça, c'est certains planctons qu'elles préfèrent, mais ça peut arriver qu'une Raimanta traverse un patch de plancton et qu'elle décide de ne pas ouvrir la bouche. Elle va continuer sa route jusqu'à au groupe de plancton qui l'intéresse le plus. Elles ont des préférences alimentaires. En général, les jeunes s'en foutent un peu, mais les vieilles, elles savent ce qu'elles veulent manger. Ça, c'est les alimentations en groupe. Ça, c'était dans le lagon de Bora Bora. Ça arrive de temps en temps, c'est rare. C'est des scènes qu'on voit beaucoup plus aux Marquises. Donc là, elles nagent toutes dans la même direction. Et ça leur permet de perdre moins d'énergie en nageant. Ça arrive à peu près 3-4 fois par an à Bora Bora, donc c'est très rare. De temps en temps, elles se rassemblent d'un coup. Le maximum que j'ai vu, c'était 18 Raimanta qui se nourrissaient ensemble dans le lagon. On voit que le plancton arrive, et puis d'un seul coup, elles arrivent toutes les unes après les autres. Ça devient une foule. Là, on a du coup, quand elles mangent en superposition. Souvent, la petite se met sur la grosse, mais ça arrive qu'on ait l'inverse. De temps en temps, il y a une petite qui est en dessous. Et là, celle du dessus essaie de refaire exactement les mouvements de celle en dessous. Et comme ça, elles essaient vraiment de ne pas rater une miette du plancton. Elles fusionnent, on dirait. Des fois, on a comme ça plusieurs duos de Raimanta qui se réunissent. Elles ont l'air vraiment elles travaillent ensemble à ce moment-là. C'est incroyable à quel point elles se synchronisent. Là, elles essaient. Il y en a aussi une au-dessus. Elles avaient un petit peu de mal, mais... Et ce qui est étonnant, c'est que souvent, dans cette situation-là, il y en a qui aiment manger ensemble, comme les 3 qui est au-dessus. Et là, en dessous, il y en a qui préfèrent manger en solo. Alors, on se demande, est-ce que c'est toujours les mêmes Raimanta qui se nourrissent en solitaire et les autres qui se nourrissent en groupe? Est-ce qu'elles apprennent ces stratégies ou est-ce qu'elles ont des préférences? Pour l'instant, on ne sait pas. Ça, c'est les marquises. Et du coup, on voit au fond la grosse qui arrive en latéral. Il y a quelque chose qu'on a vu pendant l'émission. C'était 2 Raimanta qui arrivaient en latéral, ventre à ventre. Ça, c'est une stratégie qui n'est pas répertoriée. On n'a jamais réussi à voir l'image. On a eu l'impression de le voir plusieurs fois. Il est possible qu'aux Marquises, il y ait des stratégies qu'on n'ait pas vues ailleurs parce que c'est vraiment un buffet géant pour les Raimanta. Alors, en 2016, il y a une balise qui a été posée en Nouvelle-Calédonie et c'est comme ça qu'ils ont vu que les Raimanta, elles sortent quand même régulièrement des lagons et elles descendent très profond, a priori, pour se nourrir. Elles ont autour de leur cerveau un réseau sanguin qui s'appelle l'arête mirabile qui permet de garder le cerveau actif, même quand elles descendent dans des profondeurs très froides. Un peu comme le cachalot, mais à leur propre manière. On voit qu'elles vont des fois chercher le plancton très profond. Ça, c'est le record mondial pour l'instant. 672 mètres. En Polynésie, c'est peut-être plus. C'est vrai que dans les îles de la Société, au Tuamotu, on les voit se nourrir de temps en temps, vraiment pas autant que les Marquises. Donc, elles doivent descendre profond. Là, elles passaient quelques semaines, elles faisaient aussi beaucoup de tours. On suspecte qu'il se passe la même chose ici. On n'a pas encore posé de balise, donc pour l'instant, on ne peut pas vraiment savoir. Une des grandes questions. Ce qu'elles font principalement, en tout cas, quand nous, on les observe dans les îles de la Société, c'est du nettoyage. Donc ça, c'est ce qu'on voit à Bora Bora, à Mopiti, et aussi à Tikehau, donc c'est les sites touristiques où c'est le plus simple d'aller voir les Raimanta. L'avantage des stations de nettoyage, c'est que c'est des zones du lagon que les Raimanta ont choisi comme une zone qui est safe. C'est un endroit où elles savent qu'elles peuvent venir en sécurité. Elles se rassemblent. On n'arrive pas vraiment à comprendre ce qui les attire à ces zones-là en particulier, parce que ce qu'elles cherchent, c'est les poissons nettoyeurs. Et les poissons nettoyeurs, c'est de là, les labres, ils sont partout. Si vous nagez, on les voit sur tous les récifs quasiment.
Pourtant, les stations de nettoyage, c'est des zones très précises du lagon. Elles viennent en général le matin sur la plupart des sites. Elles vont très doucement, donc elles nagent à peine. Les labres, ils habitent dans le corail, donc c'est à la manta de s'adapter. Donc souvent, elles tournent en rond, elles essaient de rester très proches de la maison du labre. Comme ça, elles savent qu'ils vont rester très longtemps sur elles. Les labres rentrent dans leur bouche, ils nettoient les branchies, ils nettoient les blessures. Là, elle se met dans le courant, carrément, donc ça lui permet de faire du surplace. Les raimentas ne peuvent pas s'arrêter, elles sont obligées de nager pour respirer. C'est pour ça que même quand elles se font nettoyer, elles sont obligées de faire un petit mouvement, d'essayer de trouver un courant, ou de tourner en rond, ou de faire des allers-retours. En tout cas, elles vont très doucement. Là, on a un exemple d'un labre qui carrément va rentrer dans la manta par les branchies. Donc vraiment, la raimanta est très à l'aise avec les labres. Les labres aussi. Donc là, c'est une relation de symbiose. Le labre, c'est super pour lui quand il y a une manta qui vient se faire nettoyer parce qu'il a du boulot, il se nourrit bien. Et la manta, elle repart, elle est toute propre. C'est pour ça que c'est souvent le matin. Le soir, souvent, elle ne peut pas se faire nettoyer, la nuit non plus. Donc on suspecte que c'est pour ça qu'elles viennent le matin. Un peu comme nous, elles ont hâte de se doucher. Sur les stations de nettoyage, il y a du nettoyage, mais il n'y a pas seulement du nettoyage, on voit aussi beaucoup d'interactions sociales. Les raimentas sont des animaux très sociaux. C'est sur les stations de nettoyage qu'il y a la reproduction, c'est là que les paranuptiales commencent en général. Il y a des études en Indonésie qui ont montré que les raimentas s'associent en petits groupes, donc ça peut être des groupes qui vont de 5 à 30, et elles se déplacent ensemble pendant quelques semaines à quelques mois. Apparemment, ça ne dure pas toute la vie. Est-ce que c'est pour découvrir des nouveaux spots? En tout cas, ça, on essaie de le voir ici. Est-ce qu'on a ici aussi des groupes qui se déplacent ensemble? On a l'impression des fois. On va retrouver les mêmes raimentas sur les mêmes sites. Donc on se dit que c'est sûrement la même chose ici. Il y a eu une étude en Indonésie, à Raja Ampat, en 2021, qui a montré que potentiellement, elles utilisent leurs cornes pour de la communication. On voit quand on les croise que des fois, elles déroulent leurs cornes un peu bizarrement. Sur le nettoyage, ça peut être pour faire venir les poissons nettoyeurs. Et en tout cas, quand elles se croisent aussi, elles vont faire des mouvements particuliers. Ici, on le suit aussi, ça paraît moins évident qu'en Indonésie, mais je regarde toujours les mouvements des nageoires céphaliques pour voir s'il y a une sorte de gestuelle. Ça aurait du sens, parce que c'est vrai que finalement, elles arrivent à tourner leurs nageoires dans des sens complètement improbables. Si c'était que pour se nourrir, on aurait un sens toujours le même sens. Là, on voit qu'elles peuvent faire des petits mouvements qui sont assez fins. Donc, c'est possible qu'elles communiquent avec ça. Les paranuptiales, c'est un moment absolument magnifique à voir. Il y a une femelle qui est poursuivie par plusieurs mâles. Il peut y avoir jusqu'à 30 mâles derrière une femelle. Ça, c'est ce qu'ils ont vu aux Maldives. Ici, nous, le maximum qu'on a vu en Polynésie, c'est 8 mâles derrière une femelle. C'est très dur de voir les paranuptiales aux Marquises, mais a priori, il devrait y avoir plus de mâles derrière les femelles, parce qu'il y a beaucoup plus de raimentas là-bas. C'est une sorte de course-poursuite. La femelle, elle veut tester les mâles. Elle veut savoir qui est le plus fort, le plus endurant. On a des paranuptiales qui peuvent durer plusieurs jours, plusieurs semaines. On a une raimenta qui a eu une paranuptiale de 3 semaines à Bora Bora. C'est-à-dire que tous les jours, on se mettait à l'eau et tous les jours, elle était poursuivie par les mâles. À la fin, c'est elle qui va choisir avec qui elle veut s'accoupler. C'est pour ça qu'elle fait des loopings. Souvent, vous voyez vraiment ces danses. Quand il ne reste plus beaucoup de mâles derrière, elle fait ses loopings, ça lui permet de voir qui est le plus vif, en meilleure santé. Elle va ensuite choisir, c'est pas forcément le mâle qui était collé à elle tout le long qu'elle va choisir. Elle va peut-être prendre le deuxième ou le troisième si elle trouve qu'il est en meilleure forme. Ça, c'est vraiment une image du ballet de la raimenta, c'est ce qu'on voit beaucoup. Il y a des périodes. Il y a des fois, ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est des mâles qui ne sont pas en paranuptiale et qui décident de tenter leur chance malgré tout. Ça fait pas long feu en général. Donc là, on a cette femelle-là, le mâle qui lui grimpe dessus. Et hop! Vite fait, bien fait. Il s'avère que là, il a eu très mal parce qu'elle a mis vraiment toute sa force. Je vais vous remontrer. Elle s'est vraiment très bien placée. Elle voulait mettre ce coup-là et elle voulait le mettre au pire endroit possible aussi. C'est une manta très lourde. Lui, il a eu mal, hein, il ouvre la bouche. Il essaie de continuer de suivre la femelle, mais on voit à la nage qu'il nage plus très bien. Il est un peu assommé, le pauvre. Mais il n'a pas abandonné pour autant. Cette femelle, c'est d'ailleurs celle qui est sur l'affiche que vous avez vue de la conférence. C'est Pixel, qu'on voit énormément.
Il y a aussi un phénomène qui est intéressant dans les paranuptiales, c'est que quand les femelles, elles en ont marre de se faire poursuivre par les mâles, si ça dure trop longtemps, elles nous foncent dessus. Donc vous avez peut-être vécu ça en plongée, ça peut arriver. On voit une femelle qui se rapproche très proche de nous. Ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est bien sûr ne pas bouger. Là, j'ai un exemple en image, c'était à Rangirois. On a la femelle qui est là devant et qui fonce là-haut sur les plongeurs. Elle leur passe très proche. Les mâles sont farouches, plus farouches que les femelles. Donc en général, à ce moment-là, ils laissent un peu de répit à la femelle. Bon là, ce n'était pas le cas pour le coup. Elle essaie aussi de revenir complètement sur le deuxième plongeur. Donc celui qui est en train de filmer. Donc ça, c'est des rencontres incroyables parce qu'on se retrouve à voir les Raimentas de très très près avec un véritable spectacle. Ça, c'est d'ailleurs une des plus grosses paranuptiales. En moyenne, on a 2 ou 3 mâles derrière une femelle dans les îles de la Société. On en a entre 4 et 5 au Tuamotu. Donc on voit qu'il y a quand même plus de mâles, plus de Raimentas, sûrement en général là-bas. Et les mâles entre eux, d'accord. Non. Ils essaient d'avoir la meilleure place. Des fois, on les voit un peu en parallèle qui essaient de se mettre juste derrière elles. On voit qu'il y a des mâles qui sont beaucoup plus nerveux que d'autres. On voit qu'il y a des mâles, par exemple, qu'on voit dans toutes les paranuptiales, alors qu'il y a d'autres mâles qu'on voit une fois de temps en temps. On se demande même s'il y a des préférences envers les femelles, parce que des fois, on voit les mêmes paranuptiales une année sur l'autre, avec les mêmes mâles, avec les mêmes femelles. Donc c'est quelque chose qu'on suit pour l'instant. Alors il y a quelque chose qui est assez problématique pour les Raimentas, c'est que lors de ces paranuptiales, la femelle, elle peut être amenée à monter en surface ou aller très proche des côtes, voire sur des récifs, pour à nouveau un peu se distancer les mâles et se faire un peu de répit. C'est à ce moment-là que souvent on a des accidents avec les bateaux. Ça c'est assez problématique, on les voit, il y a des taches partout, ça c'est le nombre de Raimentas. C'est magnifique à voir, elles peuvent rentrer très proches aussi dans les ports, peu importe s'il y a des bateaux. C'est comme si les Raimentas femelles, d'un seul coup, elles ne voient plus le danger. Elles en peuvent tellement plus d'avoir les mâles derrière qu'elles se disent je vais aller là, ça va les faire partir. Du coup, on a beaucoup de blessures d'hélice à cause de ça, du fait qu'elles remontent de façon très imprévisible et qu'elles sont en surface. L'accouplement des Raimentas, alors le premier accouplement au monde a été vu en Polynésie. Donc c'est là qu'on voit que, or il a été filmé en Polynésie, peut-être pas vu, c'était en 2006 à Rangirois. Ce qui se passe au moment de l'accouplement, c'est que la femelle, en général, elle essaie de remonter en surface, parce que pendant l'accouplement, ils ne peuvent plus nager ni l'un ni l'autre, et du coup, ils se retrouvent à couler tous les deux. Donc elle ne veut pas s'écrabouiller dans le récif. Donc, en général, elle monte en surface. Le mâle, il prend jusqu'à 1 mètre de nageoire de la femelle dans sa bouche. C'est grâce à ça qu'il va pouvoir se retourner et se mettre ventre à ventre pour l'accouplement. Donc il mord vraiment la nageoire de la femelle, et ça nous laisse des marques sur les nageoires des femelles, et ces marques-là, elles sont permanentes. Donc c'est vrai que quand on voit une femelle qui a une marque au bout à gauche, on sait qu'elle s'est accouplée, on sait qu'elle est mature. Pour les Raimentas, c'est à gauche dans 95% des cas dans le monde. En Polynésie, pour l'instant, on n'a que du à gauche. C'est étonnant, elles ont 2 ptérygopodes, c'était fait pour pouvoir s'adapter, mais là, clairement, elles ont fait une préférence pour la gauche partout dans le monde. Et aussi, du coup, ces cicatrices, forcément, quand on voit qu'il y a beaucoup de cicatrices, on peut savoir que c'est une vieille manta qui s'est accouplée beaucoup, ou qu'il y a beaucoup de mâles dans la population, on ne sait pas trop. Mais en tout cas, on peut les suivre comme ça. Ça, c'est de nouveau pixels, c'est pour vous montrer l'évolution d'une tache d'accouplement. Donc, l'érosion, en fait, sur le mucus, le fait qu'elle nage, ça va étaler cette tache. Ça nous permet de la voir. Donc, c'est pas forcément au moment où on la voit qu'elle a été faite. Au début, c'est vraiment des tout petits points. Il faut regarder avec beaucoup d'attention. Et après, on peut les suivre comme ça. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Une Raimanta enceinte, énorme. La grossesse d'une Raimanta dure 1 an. Donc, c'est très long. Elle fait un bébé à la fois. Et le bébé à la naissance est énorme. Il fait 1,5 m à 2 mètres. Donc, c'est pour ça que le petit bébé de la première photo que je vous ai montrée de la Manta de 6,80 m n'était pas prêt du tout. En fait, elle passe énormément de temps à préparer son bébé. Pourquoi? Parce qu'à la naissance, il se sépare. Elle ne va pas du tout protéger son petit. Il va se débrouiller tout seul dès la naissance. C'est pour ça aussi qu'elle passe autant de temps à choisir le mâle. Elle ne veut pas passer 1 an enceinte et faire un bébé pour qu'ensuite le bébé finalement soit pas très fort. Donc elle choisit très bien le mâle.
La femelle se reproduit à partir de 10-15 ans. Pour les mâles, c'est un peu avant, c'est 8 ans. Et elle fait un bébé tous les 2 à 7 ans. Donc c'est une reproduction très lente. C'est pour ça d'ailleurs que les populations sont en voie de disparition aujourd'hui. C'est parce que les changements aujourd'hui dans les océans, ils vont très très vite et elles n'ont pas le temps de s'adapter. Elles ont gardé ce rythme très lent de faire un gros bébé. Elles sont fortes, les raimentas, parce qu'on les voit énormes. Après, on les voit plus pendant une semaine. Et quand elles reviennent, elles sont toutes plates. On ne sait pas où elles donnent naissance. On n'a jamais vu la naissance d'une raimanta pour l'instant en image. Il y a beaucoup de gens qui disent l'avoir vue. Pour l'instant, on n'a pas le film. Nulle part au monde, on a vu la naissance d'une raimanta, sauf en captivité. Donc, c'est un des mystères. Ce qu'on a vu en Polynésie, par contre, c'est que des fois, on a des toutes petites raimentas qui sont du coup bien plus petites que 1,5 m. Là, c'est le cas à Manille, où il y avait une toute petite manta qui est passée. Elles sont curieuses. Donc, ils ont pu faire une photo et on avait l'échelle qui nous a permis de voir qu'en effet, elle est très petite. Ça, c'est une manta de Bora Bora qui a un bébé. Donc, en général, les bébés, ils sont dans un endroit qui n'est pas une station de nettoyage, vraiment à l'abri des regards. Nous, on les voit quand on tombe dessus, par hasard. Et il y a un moment où ils apparaissent sur les stations de nettoyage, mais en général, ils sont planqués et ils restent planqués pendant quelques semaines, voire quelques mois. Ils mangent beaucoup. Donc ça, c'était un petit hors d'une station de nettoyage. C'est marrant de les voir manger parce qu'en général, c'est des zones où il y a très peu de plancton, donc on se doute bien qu'ils ne doivent pas attraper grand-chose. Mais ils mangent quand même. Et ils sont aussi très curieux. Donc là, on va voir, il a repéré le plongeur. Le plongeur qui a une très bonne réaction là parce qu'il ne bouge pas. Donc ça, c'est l'idéal avec les mantas. C'est la manta qui va venir. Et là, le bébé carrément est venu toucher le plongeur finalement. On voit que c'est un petit mâle. Il a ses tout petits ptérygopodes. Et on a pu avoir les taches, donc je vais en reparler après, mais c'est grâce aux taches qu'on arrive à suivre les animaux dans le temps. Il s'avère que ce mâle est toujours là. Donc ça, c'est 8 ans plus tard. On a un mâle qui est aujourd'hui sur les stations de nettoyage, qu'on a pu reconnaître. Un peu plus amoché quand il était petit, forcément. Quelques petites cicatrices au niveau de la bouche, la queue est coupée. Cicatrices au niveau du dos. Il n'a pas encore été vu dans une parade nuptiale et pourtant il a 8 ans. Donc pour l'instant, il se la coule douce sur les stations de nettoyage. En tout cas, il va bien. Et il est resté dans le lagon de Bora Bora, ce qui est intéressant. On se doute qu'il sort, mais pour l'instant, on ne sait pas trop quand. Mais ça, c'est vraiment sa maison pour l'instant. Il s'appelle Onetahi. Elles ont des prédateurs, mais elles n'en ont pas beaucoup. Comme je vous disais, elles arrivent très facilement à échapper à un prédateur. Il y a le tigre, l'orque ou le requin-marteau, qui sont finalement les 3 qui peuvent vraiment faire une attaque sur les raimentas. Elles ont un pouvoir magique, les raimentas, c'est qu'elles peuvent cicatriser très facilement. Là, on a la même raimenta, on le sait grâce aux taches, et on voit qu'en 14 mois, la cicatrice s'est complètement rebouchée. Donc en général, principalement aux marquises, où il y a la plupart des gros prédateurs, on voit cette petite trace le long de la nageoire et c'est comme ça qu'on sait qu'elle a été mordue à un moment. Mais sinon, ça se remplit complètement. Ça, c'est parce que pendant des millions d'années, leur seule menace, ça a été que les requins les attaquent à l'arrière. Donc elles se sont adaptées pour pouvoir cicatriser très vite. Maintenant, le gros problème qu'on a, c'est qu'elles voient très mal devant elles et particulièrement entre les cornes. C'est pour ça que maintenant, elles sont victimes de beaucoup d'autres choses à cause de nous. C'est du fait qu'elles se sont habituées à regarder derrière et à cicatriser par l'arrière. Ça, c'est une image, c'est la première fois qu'on a vu une attaque, enfin une interaction, parce qu'on n'a pas vu l'attaque, entre un requin-tigre et une raimanta. C'était à Rangiroa, c'était l'an dernier. C'est très dur à voir, ça va se passer vers ici. On voit du coup, c'était une raimanta qui était blessée, elle s'était pris un filet, donc elle était déjà très affaiblie. Elle se faisait suivre gentiment par des requins gris. Elle n'était pas inquiète, elle nageait tout doucement. Et il y a un tigre qui, lui, a dû capter qu'elle était en détresse parce qu'il est arrivé très vite. Et les deux ont finalement disparu. Donc, on les voit là. La manta est ici, le tigre est là. Elle se met à la verticale, elle met ses nageoires en arrière et elle tourne autour du tigre. C'est un moyen pour elle d'empêcher le tigre d'attraper ses nageoires. Donc là, la plongeuse, elle était un peu en panique, elle a raté le film. Et là, on voit la manta qui s'échappe et le tigre derrière. Je le remets un coup parce que c'était rapide. Hop. Le tigre est là, la manta, hop, à la verticale totale. Ça, c'est important parce que des fois, sur les sites touristiques, on voit des personnes qui descendent en apnée, qui dérangent la raimanta se redresse et tourne autour.
Elle n'est pas en train de danser, elle est vraiment en train de mettre ses nageoires à l'abri. Si elle se redresse, c'est qu'il y a un problème. Elle n'est pas censée se redresser. Là, finalement, elle a pris la fuite. On ne saura jamais ce qui s'est passé. On espère qu'elle va réapparaître. Mais c'est pas sûr. Donc les menaces dans le monde, comme je vous disais, ça va être principalement ce qu'elles se prennent par l'avant. Quand elles se prennent quelque chose, elles ne peuvent plus nager, donc elles meurent assez vite. Donc il y a énormément de mortalité en pleine mer ou dans les côtiers si elles se prennent des filets, si elles se prennent des corps morts. Leur réflexe, c'est de se soulever, donc en général, elles s'en mêlent encore plus. Heureusement, en Polynésie, nous n'avons pas les sénards, qui sont un problème majeur pour les raimentas ailleurs dans le monde. Sinon, il y a aussi de la pêche ciblée, donc là, c'est ailleurs dans le monde, hein. Ici, ça n'arrive pas, heureusement. Mais en Asie, ils sont friands des branchies de raimanta et de rémobula, qui sont utilisés pour faire des médicaments, des soupes. Ça a, soi-disant, des bienfaits pour la respiration, pour la santé. Et du coup, il y a énormément de pays en développement où ils se sont mis à attraper des raimentas juste pour récupérer les branchies. Ça fait qu'aujourd'hui, elles sont menacées dans le monde. Donc la raimanta de récif est vulnérable. La raimanta océanique est en danger. Alors comment l'IUCN décide des espèces qui sont vulnérables, en danger? C'est quand on a eu 30 à 50% de moins dans la population en termes d'individus en 10 ans. Et si on a perdu plus de la moitié de la population, ça devient en danger. Si on a perdu plus de 80%, ça devient en danger critique. Donc là, c'est des taux qui augmentent. Donc nous, on surveille ça. Et c'est ce qu'on cherche ici. Quel est le statut de conservation des raimentas en Polynésie? Est-ce qu'elles vont bien ou pas? Pour ça, on utilise la méthode de la photo-identification. Donc ça, c'est le programme de sciences participatives auquel on participe, qu'on a lancé en 2015. En 2019, quand j'ai fait l'analyse, donc là oui, on utilise les taches du ventre des raimentas qui sont comme des empreintes digitales. Elles naissent avec et ça ne change pas. Donc c'est pratique, on n'a pas besoin de les baguer pour les compter. On peut juste prendre une photo et ensuite on a un catalogue de photos qui nous permet de retrouver les mantas à chaque fois. En 2019, au moment de la première analyse, on avait une trentaine de photographes qui nous avaient contribué des photos. On avait collecté 1347 photos, donc qui nous ont permis de faire des identifications qui provenaient d'une quinzaine d'îles. On a maintenant 311 photographes qui ont participé, donc c'est énorme. On reçoit maintenant des photos tous les jours, donc ça nous permet de suivre beaucoup de sites. 28 îles ou atolls maintenant. On a récupéré 4315 photos qui nous ont permis de faire des identifications. Et du coup, on poursuit. Plus on a de photos, plus on arrive à savoir ce qui se passe. Chaque île a son contexte. Ça nous permet de suivre ça. Nos résultats, les voilà un peu en résumé. Donc là, on a les îles de la Société sur une carte un peu simplifiée. Les Tuamotu, les Marquises. C'est aux Marquises qu'on a le plus de raimentas pour l'abondance de plancton. Donc même si les chiffres ne le représentent pas tout à fait, on fait peu de terrain là-bas. Mais en général, quand on se met à l'eau, en une matinée, on peut revenir avec 50 nouvelles raimentas, par exemple. Voire 80, ça a été le record. C'est à Bora Bora qu'il y a le plus de raimentas identifiés, mais c'est à Bora Bora que le suivi a commencé en premier. Donc on a beaucoup plus de photos, c'est aussi un site très touristique. Et à Maupiti, qui suit un peu de près 83 raimentas. C'est à Maupiti que pour l'instant, on a un record mondial de relecture, c'est-à-dire qu'on a revu 93% de la population. Donc c'est des très fortes affinités à ces sites. Pour Bora Bora, c'est 86%. Donc c'est énorme. On voit qu'elles sont résidentes à ces sites. Il y a une partie qui passe très peu de temps dans les lagons et certaines raimentas qu'on voit énormément dans les lagons. On est à plus de 1000 raimentas identifiés, 43 raimentas océaniques, donc elles sont plus dures à observer. On a des suivis très longs grâce au suivi qu'on a fait à Bora Bora, donc 22 ans pour 3 femelles. 164 raimentas qui ont été observés avec des blessures. On a d'ailleurs finalement 2 raimentas qui ont été vus 136 fois. Donc il y a des raimentas qui sont très très observés, d'autres qui sont observés quasiment pas. Donc je disais en termes de chiffres, on ne peut pas vraiment interpréter ces résultats parce que l'effort de suivi est complètement différent. Donc ce qu'on voit en bleu clair derrière, c'est le nombre de photos qu'on reçoit. Donc on peut voir que pour les îles de la Société, on a dépassé ici les 1200, 1400, voire plus de 1400 photos collectées. Et du coup, on pense avoir identifié une très grande partie de la population. En revanche, pour les Marquises,
On a collecté moins de 200 photos pour certaines îles et pourtant, on est déjà avec des chiffres énormes. Donc on se doute qu'à chaque fois qu'on va à l'eau, on va multiplier ces chiffres énormément. Donc on continue de beaucoup travailler aux Marquises. C'est potentiellement un des plus gros sites de raies manta au monde. À Bora Bora, comme je vous disais, vu qu'il y a eu un suivi à partir de 2002, on a pu comparer le nombre de raies manta différentes qu'on observe par an avec ce qu'on observe aujourd'hui depuis qu'on a repris le suivi. La zone grise, c'est une période où on faisait très peu de suivi. Le programme de suivi s'était arrêté ici. Que s'était-il passé en 2005? C'était la construction de 2 hôtels dans le lagon, qui aurait fait qu'il y avait quasiment plus de manta dans le lagon à ce moment-là. Ce qu'on voit, c'est qu'il y avait environ 50 raies manta qu'on observait par an, donc c'est pas beaucoup, 50 quand on y pense. Aujourd'hui, on a une quarantaine, donc par an. On a vu qu'en 15-20 ans, on a quand même une dizaine de raies manta en moins. Ça, on surveille encore, mais a priori, c'est pas bon signe pour les raies manta de Bora Bora. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'on peut suivre chaque raies manta. Il y a 3 sites d'observation. Il y a des saisons par site. Par exemple, celle-là, le site bleu, on voit qu'annuellement, donc ça c'est le temps, on voit qu'annuellement, il y a des périodes où elles apparaissent sur certains sites. Et on voit aussi quelque chose qui nous perturbe beaucoup, qui est qu'on a un parcours qui est individuel. C'est dur de comprendre comment elles choisissent leur site, parce qu'il y en a certaines qui préfèrent un site et d'autres qui préfèrent un autre site. Elles n'ont pas du tout un parcours où on peut se dire « Ah, bah, elles ont toutes décidé d'être là, c'est tel paramètre qui joue ». On cherche les paramètres qui jouent, mais c'est pas facile quand on voit qu'elles ont chacune des préférences. On voit qu'il y a des moments où elles sont un peu concentrées sur un site. Ça, c'est souvent les moments où il y a des parades nuptiales. Donc, s'il y a une femelle enceinte sur un spot, souvent il y a beaucoup de mâles qui sont là. Et les mâles ont tendance à préférer les femelles enceintes, bizarrement. Ils savent qu'elle va bientôt être dispo, donc ils les pourchassent. Et du coup, ça nous fait suivre en général ces sites-là en particulier. Mais voilà, pour l'instant, on essaie de comprendre un peu tout ça. Il y a un très fort lien entre Maupiti et Bora Bora, sachant que c'est les 2 îles où on a le plus de photos. Donc potentiellement, il y a aussi des liens très forts entre les autres îles. Pour l'instant, on va voir, on essaie d'avoir autant de photos dans les autres îles, c'est pas évident. 26 raies manta en commun, sachant qu'en 2023, on a collecté 232 photoïdes à Maupiti, 740 à Bora Bora, et on a vu qu'à Bora Bora, il y avait même moins de raies manta qu'à Maupiti maintenant, ce qui n'était pas le cas avant, malgré qu'on a un nombre de photos assez restreint. Les raies manta qu'on voit à Maupiti et à Bora Bora, elles ont elles aussi des parcours complètement différents. Il n'y a vraiment pas de logique. On en a certaines qu'on voit plus à Maupiti que Bora Bora, certaines qu'on voit une seule fois sur un site, on dirait qu'elle vient faire une visite et qu'elle repart. D'autres qui passent énormément de temps à Bora Bora, et enfin, celle-là par exemple, Nehe, elle est venue qu'une semaine à Maupiti. Donc on essaie de comprendre ça, mais c'est très très dur de trouver des logiques dans les parcours des raies manta pour l'instant. C'est pour ça qu'on continue de collecter des photos pour essayer d'en comprendre plus. Ça, c'est un exemple d'un très long suivi. C'est Tiare qui a été identifiée en 2002. Elle avait une cicatrice d'hélice qu'on voit encore aujourd'hui. Elle est énorme, c'est une des plus grosses. Elle a une cicatrice d'accouplement, ce qui n'est pas étonnant. Elle est vieille. Elle rentre très peu dans le lagon. L'an dernier, elle était très présente dans le lagon parce qu'elle était enceinte. Donc on se rend compte que quand on a des femelles enceintes, elles ont l'air de venir à l'abri quand même. Ça, c'est une autre raie manta qu'on a retrouvée du coup l'an dernier, Ohani, qui à ce jour est la plus vieille raie manta qu'on suit, parce qu'elle était enceinte quand elle a été identifiée en 2003, ce qui veut dire qu'elle avait au moins 10 ans. Donc elle a au moins 30 ans aujourd'hui. Elle est revenue à Bora Bora pour la première fois en 20 ans cette année. On l'a peut-être ratée à des moments, mais en tout cas, elle y était il n'y a pas si longtemps, c'était il y a 2 semaines. Elle est peut-être encore là, mais en tout cas, c'est une des mantas les plus impressionnantes. On a une manta qui a fait Bora Bora à Tikeho. Donc on sait maintenant qu'elles sont capables d'aller d'un archipel à l'autre. C'est la seule qui a fait ça pour l'instant. Donc ça a l'air quand même d'être très rare. Mais cette manta, elle a fait que j'ai rassemblé mes 2 bases de données, parce qu'on avait tellement peur d'en rater pour la suite. Donc ça fait un gros boulot d'identification. Que se passe-t-il en tout cas sur les mantas de Tahiti Moorea? Donc il n'y en a pas beaucoup, des raies manta, il y en a 5 pour l'instant qui sont identifiées à Tahiti. Et 2 d'entre elles sont venues à Moorea. On a du coup Eva qui a été vue 16 fois à Tahiti et Moorea. Il y a un lien fort entre ces 2 îles aussi, il semblerait. Elle a été vue pour la première fois en avril 2015, mai 2015, juin 2015, et puis elle est arrivée à Moorea en mai 2016.
revue à Tahiti en novembre 2016. En 2017, de nouveau Moorea, et puis retour en 2019 à Tahiti, jusqu'à décembre 2019 où elle a disparu. Il s'avère qu'un an plus tard, il y a une manta qui a été retrouvée dans un filet, dans la baie d'Opunuru, ici. Est-ce que c'était Eva? On ne sait pas, en tout cas on ne l'a jamais revue. Quoi qu'il en soit, alors les pompiers avaient réussi à la ressortir du lagon, peut-être vivante. D'après les experts, c'est pas possible, elle s'était noyée. Mais d'après les articles qui ont été faits sur cette observation, elle est partie, on espère. En tout cas, on ne l'a jamais revue depuis ça. C'était peut-être pas elle aussi, mais en tout cas, on ne sait pas où elle est passée. Il y a Gisèle, maintenant. Alors, elle a été appelée Gisèle par Coral Gardeners. C'est eux qui l'ont vue devant leur base en avril 2021. Elle était en train de se nourrir pendant 3 jours d'affilée. Ensuite, elle est allée à la marina de Papeete. Vous avez peut-être vu ces moments-là. Ça, c'était Gisèle. Donc, il y a eu plusieurs semaines où on voyait de temps en temps une ou deux mantas qui se promenaient à la marina. Elle a été ensuite vue en plongée en janvier 2023. Elle avait un hameçon qui était accroché à la nageoire droite. C'est assez commun pour les mantas de Tahiti de se prendre des fils ou des hameçons. C'est un endroit très dangereux pour elles. On suspecte que c'est pour ça qu'il y en a beaucoup moins aujourd'hui. Vraiment, voilà, on suit une raimanta. Enfin, on en suit 2 en ce moment, ici. Il n'y a pas de sens parce que l'habitat est très similaire aux autres habitats qu'on a dans les îles. C'est étonnant qu'il n'y en ait plus ici. Surtout que les pêcheurs parlent à l'époque des groupes de raimanta qui rentraient dans les baies pour se nourrir. Maintenant, de temps en temps, on les voit dans les baies, mais ça reste quand même très rare. On l'a revue ensuite à Moorea. Elle avait sa corne qui s'était complètement pliée. Et j'étais là à ce moment-là, j'ai pu aller la filmer en drone. J'avais eu le tips qu'elle était dans le coin. Du coup, j'ai pu revoir Gisèle, c'était confirmé. Elle a sa petite corne qui est complètement pliée. Et en plus, elle m'avait fait un petit looping. Donc j'ai pu avoir quelques taches. On ne voit pas très bien là, on voit que sa queue est courte et on voit que sa nageoire était un peu blessée. Et on ne l'a pas revue depuis. Donc pour les blessures, voilà, il y a énormément de blessures qui sont causées par l'homme, et principalement dans les îles de la Société. C'est en fait assez inquiétant. On a 38 blessures recensées sur les lignes, les hameçons. Alors, est-ce que c'est grave, les lignes ou les fils ou les hameçons? Ça peut leur couper les cornes, ça arrive souvent. Ça peut s'infecter, donc c'est ce qu'on voit ici. Elles ont parfois plusieurs hameçons, ce qui est assez terrible. La plupart des vieilles mantas, on les a vues plusieurs fois avec des hameçons. Les blessures par hélice, c'est ce qu'il y a de plus fatal pour nous. On voit celles qui survivent, on ne voit pas celles qui meurent, sauf celle-ci. Il s'avère que celle-ci, elle était restée accrochée au bateau, ce qui est complètement rare, c'est carrément improbable. On se demande combien il y en a qui, comme elle, meurent, mais qu'on ne retrouve jamais. On a celle-ci, donc c'est Taotei. On pense qu'il peut plus se reproduire parce que ça a vraiment croisé ses ptérygopodes. Celle-là, c'en est une qui m'a fait beaucoup de mal. C'est une manta de Bora Bora qui en fait est tombée enceinte et je pense qu'elle n'a jamais pu accoucher parce qu'elle a été enceinte pendant plus d'1 an et demi. Énorme. Et après, elle a carrément disparu de la population. Donc les hélices peuvent avoir à la fois des conséquences tragiques sur les raimentas, ça peut les tuer, mais aussi ça peut les empêcher de se reproduire à vie. Les filets, ça malheureusement on les voit très peu, on voit celles qui survivent. Je suspecte que celles-là, elles ont été relâchées parce qu'une raimanta aura énormément de mal à se relâcher par elle-même. Celle-là, on pense qu'elle a été attrapée dans un filet puis mangée, retrouvée sur un motu. Des mortes, ça arrive si elles sont dans un filet fantôme. Et puis après, sinon, on voit des marques énormes. Celle-ci, on l'a vue qu'une fois, elle ne pouvait plus ouvrir la bouche, on n'a pas réussi à retirer le fil. C'était à Bora Bora. Du coup, les filets, c'est aussi tragique. Ça fait qu'on a 34% des raimentas qui sont blessés au moins une fois par l'homme dans les îles de la Société. C'est le 2e plus haut taux mondial de blessures causées par l'homme. Donc en comparaison, en Nouvelle-Calédonie, on a moins de 10%. En Australie, à l'ouest, dans des zones très habitées, on a 13%. Donc c'est énorme et c'est là-dessus qu'on doit travailler. Donc c'est ces chiffres-là que je crie haut et fort parce qu'il y a un besoin de mettre des protections pour les raimentas. Les requins, on voit que les attaques, elles ont beaucoup lieu aux marquises. C'est là où il y a le plus de prédateurs. Les marquisiens voient régulièrement des attaques d'orques. Vraiment, si vous allez aux marquises et que vous demandez aux pêcheurs de vous raconter des histoires entre les orques et les raimentas, ils auront des histoires incroyables à vous raconter. On a plein de survivors avec des cicatrices énormes. Mais ça ne les tue pas, elles arrivent souvent à y échapper heureusement.
Or, on ne voit pas celles qui meurent, ça doit arriver forcément, c'est un peu des chips pour les orques. Niveau tourisme, il y a aussi énormément de choses à faire. Il n'y a pas de réglementation pour l'observation des raies mantas. À ce jour, les prestataires, c'est vraiment au bon vouloir du prestataire de respecter ou non, de faire un briefing ou non. Il y a du bon sens, il y a beaucoup de prestataires qui font des efforts et qui essaient de faire respecter des choses. Les îles essaient entre elles de mettre en place des choses pour pouvoir éviter de déranger les raies mantas, mais ce qu'on voit en tout cas sur les réseaux, c'est qu'elles sont énormément dérangées. Quand elles quittent la zone de nettoyage et qu'elles ont interrompu leur comportement qui était de se faire nettoyer, on a forcément on se dit que ça va forcément avoir des conséquences sur leur mode de vie, quoi qu'il arrive. Il y a aussi énormément de monde sur les sites. On a un record à Bora Bora de 31 bateaux, 86 personnes et un record de 50 plongeurs au même moment donc sur les sites. Donc ça, c'est assez catastrophique. Je finis rapidement, après je prends ta question parce que je suis un peu à la bourre. Très vite, très vite. Alors pour ça, ma petite recommandation, donc ça c'est les recommandations de Manta Trust. Donc le code de conduite qui a été fait en fonction de la recherche qu'on voit sur les comportements, sur les interactions entre les baigneurs et les raies mantas. Les meilleures choses à faire, c'est de se mettre à l'eau assez loin, à au moins 10 mètres de la raie manta, sans sauter, bien sûr. Ça, c'est des choses qu'on n'observe pas forcément. De garder les palmes sous la surface. En fait, la raie manta, elle va réagir à tout ce qui est une agitation en surface. Elle va ressentir tous les mouvements d'eau. Donc, plus on est discret à l'approche, plus on a de chances que la raie manta reste et continue ce qu'elle est en train de faire. On ne s'approche pas à moins de 3 mètres de la raie manta. Donc ça, c'est pour les sites où elle remonte parfois en surface. Pour la Polynésie, ce qu'on a décidé de rajouter, ce n'est pas le cas ailleurs, c'est ne pas faire d'apnée. On a vu que l'apnée, ça provoque la fuite de la raie manta dans plus de 50% des cas, ou l'interruption du nettoyage. Ce qu'on veut quand on arrive et quand on part, c'est que la raie manta, elle continue à faire exactement ce qu'elle était en train de faire. On a déjà la chance de pouvoir les observer de près. On n'a pas besoin de faire des apnées. On peut prendre les photos depuis là où on est. Pour le bien des raies manta, c'est le plus important. On ne tente pas de les poursuivre et bien sûr, on ne les touche pas. Elles n'aiment pas être touchées, en général, elles s'enfuient directement. En plongée, un petit peu différent. Quand on voit qu'une raie manta est en approche, il faut se poser délicatement sur le fond, idéalement sur du sable. S'il y a du corail, il faut être fort, essayer de se tenir du bout des doigts ou essayer vraiment de se poser le plus doucement possible. Ne surtout pas se retourner pour essayer de la filmer. Si elle décide de vous passer au-dessus, restez dans la position où vous êtes. Souvent, je vois des gens qui se retournent pour continuer leur film. Je recommande de rester parce que sinon la bouteille tombe dans le corail. C'est pas ce qu'on veut. Et elles sont souvent curieuses. Elles peuvent essayer de vous passer au-dessus si elles se sentent à l'aise. Je termine sur une belle note pour les océaniques. Donc, elles sont rares, elles sont dures à voir. On essaie de les suivre. Il y a plein de mystères au-dessus des océaniques aussi. C'est aux Marquises qu'on les voit le plus, mais aux îles de la Société, on a quand même les raies mantas océaniques qu'on croise de temps en temps. C'est des rencontres assez magiques. Il semblerait qu'elles trouvent elles-mêmes le bateau à ces moments-là. On a souvent des pêcheurs qui nous racontent la raie manta qui est venue les voir, qui s'est retournée sous le bateau. Donc ça, c'est un exemple d'une raie manta à Bora Bora qui a passé 1 heure sous le bateau avec les gens. Clairement, elle se retourne, elle regarde le bateau, elle regarde les gens. Ça, c'est de la curiosité. Elle fait un petit vomito, ça arrive aussi. C'est des résidus de plancton, alors ça arrive, c'est assez commun d'ailleurs qu'elle fasse ça. Et là, elle devait tellement tourner dans tous les sens que ça a fini par ressortir. Et alors, elles embêtent les pêcheurs quand elles font ça parce qu'ils sont obligés de remonter leur ligne et d'attendre que la raie manta parte, ce qui n'est pas forcément rapide. Des fois, ils essaient de se déplacer, elles suivent le bateau quand même. C'est vraiment de la curiosité. Ça, c'est pour des raies manta qui viennent et il y a vraiment, on dirait vraiment qu'elles nous analysent. Elles ne doivent pas rencontrer des gens beaucoup. Et du coup, c'est de la pure observation à chaque fois. À Moorea, elles ont l'air d'être un peu plus rares parce qu'on en observe de temps en temps. Elles ont l'air d'être de passage, mais en tout cas, dans les îles de la Société, il semblerait qu'il y en a plus que ce qu'on pense. Ups. Ça, c'est l'an dernier. On a vu pour la première fois une paranuptiale de raie manta océanique. Donc là, c'était une femelle raie manta océanique qui s'est mise à suivre un bateau. Elle avait un mâle derrière. Et du coup, ça nous confirme qu'elles se reproduisent ici. Ce qui change un peu l'idée qu'on avait qu'elles étaient de passage en Polynésie.
elles doivent avoir des spots qu'on ne connaît pas. Et en tout cas, les géantes, elles sont là. Elles sont restées, elles aussi, très longtemps avec les nageurs. C'est pas eux qui essaient de les suivre, c'est elles qui restaient avec les gens. Donc ça, c'est vraiment des rencontres absolument magiques. Et là, vous pouvez bien voir quand même la différence pour ceux qui connaissent les raies manta de récif. Là, on voit clairement le T sur la tête. On est très curieux de celle-là et on va essayer d'en apprendre plus sur les raies manta océaniques à partir de maintenant. Clairement, il se passe quelque chose par ici. Aux Marquises, on peut voir des raies manta de récif et des raies manta océaniques ensemble, ce qui est exceptionnel au monde, de croiser les deux espèces qui se nourrissent au même endroit. Et c'est tout pour moi. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je remercie bien sûr, avant que ça soit terminé, tous les photographes qui nous envoient des photos. Il y a plus d'un tiers des photos qu'on reçoit qui viennent de la science participative. Ça nous permet vraiment On a découvert des choses incroyables en passant par les photos des gens. J'espère avoir mis tous les logos. Si j'ai oublié le vôtre et que vous avez envoyé des photos, n'hésitez pas à me le dire. Et certaines personnes qui ont envoyé plusieurs centaines de photos, donc ça c'est très important. C'est un projet qui, comme je vous l'avais dit, a été financé pendant 1 an par la direction de l'environnement, mais au-delà de ça, c'est des dons, ou c'est vraiment des partenariats privés. On se débrouille avec les moyens du bord pour l'instant, vraiment. Si vous avez des photos de raies manta, même des très vieilles photos, n'hésitez pas. Ça nous permet de rallonger les suivis autant qu'on peut. Et sinon, sur les réseaux, on s'appelle Manta de Polynésie. Et je fais un petit clin d'œil à mes 2 collègues, Virginie et Maya, qui sont beaucoup à l'eau et qui font la saisie aussi avec moi de toutes ces photos. C'est tout pour moi. Merci beaucoup.